Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, Frank a préparé plein de sujets. Il me les a tous dit. Je l'écoutais pas parce que mon hamster était concentré sur quelque chose d'autre. Fait qu'on va parler de mon sujet, puis après ceux-là à Frank. Mais Frank fait une meilleure job que moi là-dessus, fait que ça va être un bon show, inquiétez-vous pas. Désolé, j'ai pas écouté ce qu'il m'a dit. Imagine, en plus, après, ça trouve le moyen de chialer ces sujets. Hey, là, tu me parles pas de ça un matin, là? J'ai juste joué le personnage. Ben oui, je sais bien. Hey, mais c'est rendu fou pareil. Il se passe très peu de choses au Québec. Le regard est définitivement tourné vers les États-Unis, tout ça, mais ça brasse tellement de l'autre côté qu'il y a des sujets à n'en plus finir. Des sujets qui sont tous intéressants les uns plus que les autres. D'habitude, le jeudi, c'est une journée tranquille. Ça ne l'est pas. D'habitude, la fin de semaine, il n'y avait jamais de nouvelles la fin de semaine. C'est rendu que les fins de semaine sont remplies de nouvelles. Le monde change. Le monde change. C'est rendu 24/7. Je suis pas sûr à 100% que c'est une bonne affaire que ce soit 24/7 pour tout le monde. Ouais. À un moment donné, je pense que c'est bon de sortir de l'actualité, mais ce monde-là nous est plus accessible du tout. Là. C'est hallucinant. Fait qu'en tout cas, on s'ajuste, mais aujourd'hui, la cour est pleine, la cour déborde. Avant qu'on commence, peut-être on va faire les commanditaires vite fait, parce qu'il y a quand même beaucoup de sujets à passer. Donc, un gros merci évidemment à Range Brand, code promo 10% de rabais avec Yann 10. Super bon linge, top qualité, made in Canada. Ils en vendent, pour vrai, là. C'est hallucinant. Toutes les fois qu'on sort maintenant, on voit tout le temps quelqu'un avec du Range Brand à quelque part. Donc, good job. Ready for Canada. La paperasse en immigration, que vous soyez un immigrant, que vous vouliez faire venir un conjoint de l'extérieur, de la famille de l'extérieur, ou encore que vous voulez avoir des employés issus de l'immigration. C'est un fucking pain in the ass de dealer avec le gouvernement. Vous pouvez engager une firme pour le faire à votre place. Ready for Canada peut vous aider avec ça. Et finalement, TLF Dessin, le dessin industriel, quelque chose de super important quand on est dans la construction, évidemment. Méga projet, plus petit projet. Visitez leur site web si vous avez des projets de construction à venir. Peut-être que TLF Dessin peut vous aider avec vos dessins industriels. Yes, ben écoute, ouais, comme tu le dis, c'est ça, juste avant, les gens, juste pour vous donner une idée, il n'y a pas de... Nous autres, on fait pas des... comme dans... Je sais qu'il y a des places là, dans des stations de radio, ils font comme des épisodes pilotes, ils se pratiquent, ils débriefent l'émission. Tu sais, nous autres, en gros, on rentre, on se parle un peu, puis chacun dit, moi, j'aimerais ça parler de ça, puis De quoi tu parles, les épisodes pratiques? T'as déjà entendu parler de ça? Oh, il y a des stations de radio qui font des fausses émissions qui sont jamais diffusées, là. Voyons, toi. Oh, et ça se fait pour vrai, ça, là. Wow, OK. Ça se fait pour vrai, puis là, tu sors de l'émission, puis au lieu de partir chez vous, tu rentres dans une espèce de showroom, là, où il y a quelqu'un qui débriefe ton émission avec toi. 3 minutes 21, tantôt, t'as dit ça. Peut-être pas le bon ton. OK. Je veux pas vivre dans ce monde-là. Merci. Non, moi, j'en ai rien. C'est absolument aucunement question que je fasse ça, là. Hey, je te passe mon sujet vite fait, OK? Ah, ben oui. Je vais me débarrasser de ça. Ça m'a fasciné, cette affaire-là. Je pense que je vais vous le faire jouer en premier. Voyez un peu ce qui est écrit là. J'ai trouvé quelqu'un qui le parlait en français. Là. Écoutez bien ce que dit Musk. Regardez comment Trump écoute attentivement et surtout le silence des journalistes, d'habitude si bavards. Elon explique que le nombre maximum de personnes pouvant prendre leur retraite du gouvernement fédéral en 1 mois est de 10 000. Car le gouvernement utilise une mine de calcaire pour conserver les documents relatifs à la retraite qui sont traités manuellement et stockés dans un puits. Hein? Non, je vais vous laisser... C'est pas une mauvaise traduction, là, ça. Là, non, c'est réel. Okay? Je vais remettre ça ici. Ouais. OK, on va le agrandir comme ça. Et allons. The most number of people that could retire possibly in a month is 10,000. We're like, whoa, why is that? Well, because all the retirement paperwork is manual on paper. It's manually calculated, then written down on a piece of paper. Then it goes down a mine. And I'm like, what do you mean a mine? Like, yeah, there's a limestone mine where we store all the retirement paperwork.
and you look at a picture of this mine. We'll post some pictures afterwards. And this mine looks like something out of the 50s because it was started in 1955. So it looks like it's like a time warp. And then the speed, the limiting factor is the speed at which the mine shaft elevator can move determines how many people can retire from the federal government. And the elevator breaks down sometimes, and then nobody can retire. Doesn't that sound crazy? There's like 1,000 people that work on this. So I think if we take those people and say, like, you know what, instead of working in a mine shaft and carrying manila envelopes to, boxes in a mine shaft, you could do practically anything else, and you would add to the goods and services of the United States. Ce qui vient d'expliquer pour la traduction rapide, là, grosso modo, ils sont dans une mine de calcaire. Il y a une raison à ça, OK? Des firmes de storage de documents, souvent vont utiliser ce type de mine-là parce que la gestion de l'humidité est beaucoup plus facile. Okay? Le thinking, c'est ça, parce que le processus pour prendre sa retraite aux États-Unis est entièrement sur papier, carrément. Là. Tout le processus, le calcul, le montant, ainsi de suite, c'est tout fait sur papier. Des notions de sécurité, probablement. Il n'y a absolument rien d'informatisé dans le système. Ça a été pensé dans les années 50-60, ce système-là, pour vraiment traiter manuellement les dossiers et faire, parce qu'une retraite, ça dure longtemps quand même, faire attention à la préservation des documents. Ils ont sacré ça dans une mine de calcaire. En 1955, en 1960, probablement une crise de bonne idée. Okay? c'est niaiseux, mais c'est le cas. C'est l'affaire, c'est que puis ils disent à peu près 1000 employés qui travaillent dans cette mine. Il y a des rapports qui disaient 600, d'autres 1000. Mais tu sais, ils sont limités à la capacité de production de ces gens-là qui sont au fond d'une mine de calcaire pour traiter les demandes de retraite. Puis ils peuvent en traiter à peu près maximum 10 000 par mois. Je pense que c'est 3 millions d'employés fédéraux qu'on a au gouvernement américain. Fait que là, OK, oui, c'est sûr que si tu décides d'informatiser ce système-là, probablement que tu peux gagner en efficacité. C'est quelque chose que Retraite Québec a fait de son côté il y a quelques années, qui était déjà un peu informatique, mais qui avait des actuaires qui faisaient des calculs, des fichiers Excel, tout ça. Mais il est venu un temps où est-ce que Retraite Québec, ça s'est passé, je dirais 2018-2019, dans ces années-là à peu près, là, ils ont peut-être 2020, ils ont accumulé un fucking gros backlog dans les calculs de retraite. C'était difficile d'avoir des calculs de retraite pour les gens, parce qu'ils étaient en train de changer le système. Puis quand ils ont changé le système, c'était malade parce que les nouvelles demandes étaient traitées plus vite que les demandes qui étaient en backlog depuis 2 ans ou 3 ans chez Retraite Québec. Mais le gouvernement du Québec s'est informatisé pour ses calculs de retraite, les démarches auprès des gens. Maintenant, sérieusement, si quelqu'un a le reg-up, fait une demande de retraite, c'est relativement simple. Le processus se fait en ligne. Il remplit des documents. Il peut déposer ses documents en ligne. Il y a quelqu'un qui les traite. Les calculs sont faits. Il reçoit son chèque, puis ça part. Okay? Pour vrai, là, de ce que je comprends, là, c'est que le gouvernement du Québec, présentement, est à des années-lumière en avance technologiquement sur le gouvernement fédéral américain. OK. On dit que c'est pour la sécurité aux États-Unis. Il n'y a aucun papier de retraite, il n'y a aucun traitement de données pour la retraite qui se fait apparemment de manière électronique. Tout est fait entièrement avec du papier, du paperwork, d'où la mine de calcaire. Elon Musk, là, il voit ça aller, il dit « Chris, ça tape peu, là. » Il y a de quoi à faire là, pour améliorer ça, je peux pas croire. Voulez-vous que je vous la montre un peu, la mine? OK, on a des photos en plus. Oui, je vais vous montrer ça. J'ai quelque chose d'intéressant de ce côté-là. C'est lui ici, c'est lui ici, c'est lui ici. Donc, it supports many of our high security customers, such as banks, financial institutions, healthcare organizations, and the federal government. If you are a high compliance or high security need organization, this is the place to be. The Western Pennsylvania facility is a city underground. It has many of the same things that a city would have. It has fire and rescue teams and a store. C'est-tu exactement là? C'en est-tu une autre? Je pense que c'est vraiment là que ça se passe. Là. Iron Mountain, d'ailleurs, c'est une entreprise qui est à Québec même, ou c'est une entreprise américaine qui a des succursales partout, et la plupart de vos informations là, au gouvernement du Québec ont été traitées par eux autres. Ah, c'est un joueur mondial. Là. Notamment tous les dossiers médicaux là, au Québec. Là. C'est Iron Mountain qui a mis ça dans un scanner puis qui a fait un truc électronique avec ça.
En 2021, il y a un rapport qui est sorti pour montrer que ça fait des années qu'ils essayent de digitaliser le processus. Il avait mis 106 millions à l'époque pour travailler là-dessus. Le gouvernement a finalement lancé la serviette et est resté avec les méthodes qui datent présentement de 1977. Donc, les méthodes pour la prise de retraite au gouvernement américain n'ont pas été mises à jour depuis 1977. Okay. Fait qu'eux autres, ils peuvent bien tilter qu'un genre de crack de l'informatique arrive avec ses geeks de 19 ans puis ses logiciels d'AI puis tout. Eux autres sont là, c'est dans la mine de 1955. Exact. Non, c'est tout ça qui se passe. Tu sais, quand on dit que le Doge, présentement, est en train de fucker le chien aux États-Unis solide, puis que tout le monde il capote, puis c'est pas pour rien qu'il y a un backlash aussi grand que ça. La bonne nouvelle, c'est qu'Elon Musk est capable de prendre du backlash. Mais là, tu sais, ce qu'il est en train de dire aux Américains, c'est là, il va falloir aller faire un pas en avant. Il va falloir arriver dans l'ère moderne. Il va falloir digitaliser tout ça. Il va falloir mettre ça sur des systèmes. On parle d'éventuellement de risques informatiques, de risques de hacking. Évidemment, toute la question de la sécurité informatique va ressortir. Ça va être un débat qui va se faire probablement de ce côté-là. Mais je veux dire, on ne peut pas travailler avec du papier encore en 2025. Écoutez, si le gouvernement du Québec a été capable de le faire, sincèrement, là, je pense que le gouvernement américain peut le faire aussi. Là. Ils ont eu de la misère en crise, par exemple. Il y a eu toutes sortes de... Ça a été très, 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 très pénible. En tout cas, tout ça pour dire que ceux qui pensent qu'ils sont sur le bord de se faire scanner l'œil par Éric Kerr, je pense que vous avez encore un petit sursis. Je pense pas que c'est pour demain, cette affaire-là. Là. Non. Mais j'ai fait le saut... Tu sais, tu t'imagines les États-Unis d'Amérique, des fois, on a tendance à idéaliser un peu leur avancée technologique au niveau gouvernemental. Tout ça, tu vois la CIA, le FBI, tu dis ça, c'est du monde là, qui sont à la fine pointe de la technologie. Ils sont tout le temps en train là, d'être sur le bord. Ils veulent garder leur edge en avance, tout ça. Puis après ça, tu vois des affaires de même. Tu te fais peut-être un petit peu overrated. Sur certains points, ils le sont pas pantoute. Notamment, moi, un des trucs qui m'avait frappé, c'est l'argent liquide. Tu sais, au Canada, là, je veux dire, au Canada, là, t'as eu quoi? T'as eu Tim Horton, un moment donné, qui résistait aux cartes. Là. Puis tu te rappelles-tu de ça? Tim Horton, il fallait que tu payes juste en argent. Dollarama aussi. Mais maintenant, tu peux utiliser une carte de crédit puis une carte de débit partout. Même, nous autres, c'est plutôt le problème inverse, c'est que tu es rendu avec des commerces qui refusent l'argent. Ça gosse bien du monde. Ce que tu verras pas aux États-Unis ou presque pas. Ben, aux États-Unis, moi, la dernière fois que je suis allé, en tout cas dans plusieurs villes américaines, tu arrivais dans des endroits même touristiques, là, genre visiter la maison d'un tel ou d'autre, puis là, tu rentres, puis le seul moyen de payer, c'est en argent. À bien des places, même sur l'autoroute, le péage, il faut que tu aies de l'argent. Là. Ils prennent pas la carte. En tout cas, à certains endroits. Je dis pas partout. Là. C'est de moins en moins comme ça, je pense. La Floride, c'est rénové. Ouais, Floride, non, mais moi, je pense, entre autres, dans le Massachusetts, il y avait une coupe de plage. Tu arrivé sur l'autoroute, puis ça prend de l'argent. Ouais. Et eux autres, ils disaient, c'est parce que c'est moins long. De l'argent, tu donnes le billet, la carte, là, il y a une montre, la carte marche pas. Puis on voit la différence avec le Québec. Nous autres, on a déjà eu des péages, puis on a trouvé le moyen d'être déficitaire avec ça, en syndicalisant les gens qui travaillaient dans les bouts. Moi, c'est ça, c'est un truc que j'en veux souvent aux médias pour ça. C'est que là, tout le monde, tu regarderas le traitement de l'information là, de cette conférence de presse-là dans le bureau ovale où Musk est venu parler. Parce que les journalistes demandaient à Trump, on peut-tu parler à Musk? C'est très transparent, ça. Mané, il a dit une autre affaire qu'on n'a pas passée puis qui n'est pas dans cette clip-là, parce qu'il en a dit des affaires. Parce que les journalistes, ils ont dit, ouais, mais là, vous répondez quoi aux gens qui disent que vous n'êtes pas élus, vous démantelez des pans entiers du gouvernement, puis tout ça. Il dit, les gens m'ont vu dans la campagne électorale, les gens ont voté pour Donald Trump avec l'affirmation claire qu'on allait créer le Doge et qu'on allait faire ce qu'on allait faire. Il dit, dans le fond, est-ce que vous êtes en train de me dire que la démocratie, c'est la bureaucratie qui résiste à son propre démantèlement? Il dit, moi, je pense que la démocratie, c'est les gens ont voté pour quelque chose, on le fait. Il était dans le package deal, Elon Musk. Tu sais, la démocratie, ben oui, les gens qui disent, il sort de où, lui, là? Chris, il était sur le stage avec la casquette sur la tête, puis il est ouvertement dans la campagne, puis on savait depuis longtemps qu'il y avait un département qui allait être créé avec lui à sa tête. Oui, l'annonce du Doge, elle arrive dans l'été, je pense. C'est ça. Fait que je vois pas c'est quoi la cachette là-dedans. Mais ça se fait. C'est ça qui est le fun. Je veux dire, les États-Unis ont une constitution qui est très complexe par rapport à celle du Canada. Puis regardez ce qui se passe avec le Doge. Ça se fait démanteler des pans entiers d'un gouvernement. Ça se fait exposer la cochonnerie qui se passe de ce côté-là. C'est sûr que quand tu écoutes Elon Musk, tu dis hey, on est dans une mine de calcaire. Là, tu t'imagines des ronds de cuir avec
la poussière blanche sur le sol. Finalement, tu vois que finalement, la mine d'Iron Mountain est quand même top clean, là, on s'entend. C'est comme je dis, il y a des raisons à ça. C'est une question d'humidité, puis storage, puis des affaires de même. Mais tu sais, je veux dire, moi, je trouve ça bien, là, ce qui se passe. Je veux dire, tu dis que ce gars-là est fou, mais il s'attarde sur des détails aussi. Puis c'est pas Elon Musk qui s'est attardé sur ces détails-là, c'est les kids de 19 ans qui ont engagé, qui ont fait la recherche, qui y ont dit quoi dire, qui y ont dit regarde qu'est-ce que c'est, puis expose ça, tu vas voir, tu vas avoir un appui public pour aller changer les méthodes de ce côté-là. Exact. Lui, il n'a rien à gagner à faire ça, il le fait parce que ça l'intéresse, ça le motive, puis... Écoute, pour de vrai, là, tu me donnes un contrat d'1 an avec le gouvernement fédéral pour aller dégraisser le gouvernement fédéral, je dis oui. Là. Tu me demandes d'être député, ministre ou tout ça, c'est no fucking way. Mais donne-moi un contrat d'1 an pour aller dégraisser ça puis avoir la liberté, comme Elon Musk, de faire ce qu'il veut pour rentrer puis exposer la marde qu'il y a là-dedans. Chris, j'embarque demain matin. Là. Exact. Mais check ce que, justement, Joe Rogan avait à dire exactement sur ce sujet-là. Quand même assez drôle, là, dans une de ses dernières émissions. Fucking amazing. And then this other thing about Elon. Elon's going to steal everybody's money. He has $400 billion. I'm telling you, he's not going to steal your money. I'm telling you, that's not what he's doing. What he's doing is he's a super genius that's been fucked with. Okay? And when you've been fucked with by these nitwits that hide behind 3-letter agencies and you're dealing with one of the smartest people alive and he helps Donald Trump get into office and he goes, I want to find out what kind of corruption is really around. Well, you fucked up. You fucked up and picked the wrong psychopath on the spectrum. He's going to hunt you down. He's going to find out what's going on. And that's good. That's good for everybody. That's how you should be looking at this. Like, wow, we have a brilliant mind that is examining these really fucking corrupt and goofy systems. And you picked the wrong psychopath on the spectrum. You picked the wrong psychopath on the spectrum. En gros, il dit les gens qui disent Musk est là pour se graisser, il dit il y a au-dessus de 400 milliards. Là. Le gars, il n'est pas là pour aller piquer une coupe de millions. Là. Il est là parce que... Il y a quelqu'un qui l'a fait chier. Il dit les agences à 3 lettres là, qui sont au gouvernement, qu'on ne sait pas trop ce qu'ils font, ils l'ont fait chier, puis vous avez fait chier le mauvais gars. Maintenant... il a décidé de s'impliquer politiquement, puis quand tu as quelqu'un qui est capable de faire ce genre de truc-là, c'est jamais une bien bonne affaire de te le mettre à dos. Sur ça, ben, dans le rayon des bonnes nouvelles, ça a commencé en fait il y a 2 jours. Il y avait un petit trend là, qui commençait à se dessiner, entre autres sur Polymarket. Tu voyais des bids arriver. Est-ce qu'il va y avoir un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie? Puis là, moi, je suivais ça, mais j'étais comme... C'est basé un peu sur quoi, ça? Il doit y avoir du monde qui ont de l'information. On a vu sur Polymarket les choses bouger avant que ce soit annoncé. On l'a vu un peu. Ben, tu voyais les bids apparaître à un moment donné. Fait que là, je me disais, ben, par définition, si tu commences à bider sur une question, c'est que tu penses déjà que la chose va un peu arriver, d'une certaine manière. Là. Non, mais c'est comme n'importe quoi. Hein, c'est une des raisons pourquoi ces marchés-là sont importants, puis sont efficients, puis sont intéressants à suivre. C'est qu'on voit les choses bouger un peu avant le temps. Parce que c'est pas vrai que tu es capable de garder un secret au gouvernement. Okay? C'est pas vrai. C'est impossible. Fait que s'il y a de l'argent à faire quelque part avec l'information privilégiée, il y a quelqu'un qui va essayer de la faire. C'est ça. Et là, il y a 2 jours, je vous ai pris l'exemple du Devoir, là, mais tous les médias ont rapporté cette affaire-là. Zelensky se dit prêt à un échange de territoire entre l'Ukraine et la Russie. Et ce qu'on dit là-dedans... On dit le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit prêt mardi à un échange de territoire avec la Russie dans le cadre d'éventuelles négociations de paix sous l'égide des États-Unis qui ont vu d'un bon augure dans la libération d'un Américain par Moscou. Donc, il y avait un Américain qui était prisonnier en Russie et a été libéré. Et là, parce qu'on sait que la Russie a invadé un peu l'Ukraine. Fait qu'il y a la région du Donbass, par exemple. Tout ce qui est à l'est d'une rivière... C'est là qu'il y a des territoires qui sont débattus entre la Russie et l'Ukraine. Exact. Il y a eu une invasion russe, autrement dit. Mais il y a aussi eu une invasion ukrainienne dans le nord de l'Ukraine pour rentrer dans une région de Russie. Ils ont réussi à rentrer puis à contrôler une partie du territoire. Fait que présentement, tu as 2 territoires occupés. Tu as un territoire russe occupé par les Ukrainiens puis un territoire ukrainien occupé par les Russes. Ouais, ben regarde, même j'ai la carte ici, là, je pourrais même vous la faire apparaître à l'écran. Là. Ceux qui sont en vidéo là, en ce moment, il y a une carte qu'on voit. Fait que la Russie n'a pas réussi à traverser la rivière, autrement dit. Ah,
Exact. Et là, on le voit pas parce que c'est trop pâle, là, mais j'en avais parlé avec Simon Rochelot, mais ce qui avait été annoncé par, je pense, c'est le général Kellogg, si ma mémoire est bonne, mais en tout cas, quelqu'un qui est proche de l'administration dans l'armée. Là. Et lui, ce qu'il disait, c'est que leur plan, c'était d'établir une genre de zone tampon entre les territoires qui sont occupés et l'Ukraine, dans lequel il y aura un tiers neutre qui assurerait une sécurité. Un peu une DMZ qu'on appelle, là, en tout cas. Une zone démilitarisée. C'est ça. Exactement. Et là, bon, ça a fait réagir. Ça, c'est la première étape. Et là, donc, on dit, si le président américain parvient à amener l'Ukraine et la Russie à la table des négociations, nous échangerons un territoire contre un autre, a affirmé M. Zelensky dans un entretien au quotidien britannique The Guardian, tout en ajoutant qu'il ne savait pas quel territoire Kiev demanderait en retour. Le président Donc, c'est pas nécessairement le territoire qu'il occupe présentement. Ça pourrait être plus grand que ça, par exemple. C'est ça. Il estime vouloir en tout cas, des garanties là-dedans. Parce que dans le territoire qu'on voit en rouge, là, la guerre de ce côté-là n'a pas commencé récemment. Il y avait réellement une guerre civile un peu là, parce que c'est très russophone dans ce territoire-là. Puis ça se tapait dessus déjà avant que la Russie embarque, là, avant que la nation russe traverse la ligne avec son armée. Ça se tapait sa gueule, là. Oh, et je vais essayer de vous retrouver. Et là, dans l'enchaînement des communications, J.D. Vance doit rencontrer Zelensky vendredi. Il y a un genre de sommet, parce que J.D. Vance est dans une tournée là, à l'Europe. On en parlera peut-être dans le Patreon. Là, mais il a assisté au sommet sur l'intelligence artificielle à Paris. Et là, il y a un autre genre de sommet sur la sécurité. Sécurité là, au sens militaire qui a eu lieu à Munich. Et normalement, il est supposé d'avoir un entretien avec Zelensky là. Mais je vais essayer de vous retrouver le message sur Truth, parce que même s'il est devenu sur Twitter, bien, il écrit encore son esti Truth que personne n'est là-dessus, mais quand même, quelqu'un est là-dessus. OK, je vais vous lire les deux messages parce qu'il y a deux affaires. Donc, Trump écrit sur Truth Social, il dit je viens juste d'avoir une conversation vraiment productive au téléphone avec le président Poutine. On a parlé de l'Ukraine, on a parlé du Moyen-Orient, on a parlé de l'énergie, de l'intelligence artificielle, le dollar, etc. Il y a un peu de blabla au travers. Es-tu capable de le mettre en français, peut-être, pour te faciliter la vie? Ça se fait-tu, ça? Je sais pas. Ouais. C'est parce que la traduction, des fois, là-dedans, est bizarre un peu. Ouais, nous avons chacun parlé des points forts de nos nations. Bon, ça, c'est pas trop important. Mais d'abord, comme nous en sommes tous deux convenus, nous voulons mettre un terme aux millions de morts qui ont eu lieu dans la guerre avec la Russie et l'Ukraine. Le président Poutine a même utilisé ma devise de campagne très forte, le bon sens. Nous y croyons tous deux très fermement. Nous avons convenu de travailler en étroite collaboration, notamment en visitant nos nations respectives. Nous avons également convenu que nos équipes respectives entameront immédiatement des négociations et nous commencerons par appeler le président ukrainien Zelensky pour l'informer de la conversation, ce que je vais faire immédiatement. Donc, on comprend que Trump peut parler à Zelensky. Est-ce qu'il y a du mauvais dans ce que tu viens de lire? À date, je ne vois rien de mauvais. J'ai demandé au secrétaire d'État Marco Rubio et au directeur de la CIA, John Ratcliffe, au conseiller à la sécurité nationale, Michael Waltz, et à l'ambassadeur et envoyé spécial Steve Witkoff de mener les négociations qui, j'en suis convaincu, seront couronnées de succès. Des millions de personnes sont mortes dans une guerre qui n'aurait pas eu lieu si j'avais été président, mais il a eu lieu, donc elle doit cesser. Tu sais, dans le fond, autrement dit, les États-Unis veulent jouer le rôle de médiateur dans cette affaire-là. C'est un médiateur qui a skins in the game quand même, on s'entend, parce que toute la shit part quand même de l'intention de l'OTAN d'ajouter l'Ukraine potentiellement dans ces trucs. Chose qui, de toute évidence, n'ira pas de l'avant sous Donald Trump. Là. Exact. Et là, il y a le deuxième message qui a suivi juste après, parce que dans le premier, il dit «
je viens de raccrocher avec Poutine, je m'en vais appeler Zelensky. Et là, il résume un peu. Il dit, je viens de parler au président ukrainien Zelensky. La conversation s'est très bien passée. Lui, comme le président Poutine, veut faire la paix. Nous avons discuté de divers sujets liés à la guerre, mais surtout de la réunion qui est prévue vendredi à Munich où J.D. Vance, que j'ai dit, et le secrétaire d'État Marco Rubio dirigeront la délégation. J'espère que les résultats de cette réunion seront positifs. Il est temps de mettre fin à cette guerre ridicule où il y a eu des morts et des destructions massives et totalement inutiles. Que Dieu bénisse les peuples de Russie et d'Ukraine. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais là-dedans? Je sais pas. Tu sais, je veux dire, en bout de ligne, on veut on veut que ça arrête de mourir d'un bord et de l'autre. Tu sais, les guerres sont toujours réglées de cette façon-là. Tu sais, je veux dire, si vous pensez que l'Ukraine doit anéantir la Russie pour gagner, là, je veux dire, ça finira jamais. Là. Ça pourra juste pas finir. Puis il y a des drôles de personnes qui pourraient penser aussi que la Russie devrait anéantir l'Ukraine pour que ça finisse. Même si ça fait partie du domaine du possible, je pense pas que c'est vraiment intelligent. Non, mais ça signifierait pour eux autres encore des pertes humaines inutiles aussi. Quand je dis que c'est du domaine du possible, c'est que définitivement, ils ont tout ce qu'il faut pour y arriver. Ils ont des nukes. Okay? Parce que c'est faisable. Mais tu veux pas aller là. Tout le monde comprend que tu veux pas aller là. Non, tu veux pas aller là. Fait que éventuellement, cette guerre-là va finir par une négo, un cessez-le-feu, puis une entente de paix. Puis cette entente de paix-là va être designée par quelqu'un. Et là, au lieu d'être un participant actif, parce que je considère que les États-Unis, même s'ils n'étaient pas boots on the ground, c'était quand même un participant actif en finançant les armes à l'Ukraine. À un moment donné, il faut arrêter de se mentir. Ben, au lieu de jouer un rôle de participant actif, les États-Unis passent maintenant dans un rôle de médiation. C'est juste des bonnes nouvelles. Ben, mais c'est ça là. Mais c'est parce que, je veux dire, ça fait 2 semaines qu'il est là. Puis on est déjà là-dedans. Là, j'envoie Rubio, j'envoie un autre, puis j'ai appelé les deux, puis je lui ai dit qu'il va falloir qu'ils commencent à négocier, puis maintenant, pour la paix, parce que ça va mal se terminer sinon. Et qu'est-ce qu'on sait? C'est que durant toute la présidence Biden, à moins que je me trompe, il n'y a jamais eu un coup de téléphone entre Biden et Poutine. Ben, c'est parce que si tant aussi longtemps que tu veux fournir les armes, tu veux fournir les budgets pour que l'Ukraine survive à tout ça, ben, je veux dire, Poutine, c'est sûr que c'est une fin de non-recevoir de son côté. Mais je veux dire, Trump a été assez clair que le financement de l'Ukraine, ça achevait. À ce moment-là, Poutine est ouvert à parler de négociations. Je veux dire, c'est juste quelque chose qui fait... Il me semble que ça tombe sur le sens. Okay? Ouais. Moi, dans ma tête, ça tombe sur le sens, ces affaires-là. Puis en bout de ligne, vous allez dire, ouais, mais là, on négocie pas avec un terroriste, puis il faut pas que Poutine gagne. Puis c'est pas une question de gagner ou perdre, c'est une question d'arrêter des morts inutiles de jeunes hommes de 25 ans d'un bord et de l'autre de la frontière. Ben, c'est ça. Puis, on ne sait pas c'est quoi qui va arriver avec tout ça. Est-ce qu'il va y avoir un cessez-le-feu? Est-ce qu'il va y avoir... Moi, je ne m'attends pas à ce qu'on voit une paix très prochainement. Le cessez-le-feu, j'y crois un peu plus. On ne sait pas comment ça va finir. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'au moins, il y a des pas dans la bonne direction. C'est un peu comme, dans le fond, en ce moment, est-ce que tout le monde comprend que c'est Donald Trump qui a initié les menaces tarifaires puis qui a déclenché ça. Tout le monde le comprend. Oui. Mais là, tu as 2 gangs. Tu as des gens qui disent ben, faut savoir ce qu'il veut, puis il faut négocier. Puis tu as des gens qui se mettent dans la position genre Churchill-Wish. Ils se prennent pour Jeanne d'Arc. Puis tout ça. François Legault. Là. Ben, Legault. Puis regarde quasiment toute la gang sauf Daniel Smith. Là. Puis là, eux autres sont comme jusqu'à la mort, j'aime mieux mourir que devenir américain. Ouais. Puis... Stephen Harper. Ouais, mais là, ils sont tous de même. Là. Puis ils sont prêts à nous crisser dans la marde pour sauver le système des fermiers, la gestion de l'offre. Ah, ils vont nous crisser à terre pour sauver un système bolchevique. Mais tu vois la pression qui se passe. Hein? Présentement, on voit le PQ qui essaye de mettre de la pression sur Duhem avec la gestion de l'offre. On dit toi, Eric, tu crois-tu à ça? C'est Pascal Bérubé qui est le matamor dans l'histoire. T'es-tu d'accord avec ça, la pression de l'offre? Tu sais, j'aimais un peu l'analyse de Joey nous envoyait un matin. Tout ce qui se passe avec le PQ puis Éric Duhem, c'est que l'enjeu, c'est Arthabasca. On veut mettre de la pression sur Éric Duhem à se prononcer en faveur de la gestion de l'offre pour lui créer une contradiction ou encore qui se positionne en défaveur pour que l'UPA puisse organiser Arthabasca comme du monde pour mettre de la pression contre Éric Duhem aussi.
Tu sais, la game, elle se passe là. C'est ça qui est en train de se passer. Tout ça sur un sujet qui n'est même pas provincial. C'est le fédéral qui a le levier de ça. Là. Ça, c'est comme les histoires de forcer quelqu'un à se prononcer sur l'avortement au Québec. C'est fédéral, ça. Une vache sacrée, Frank. On touche pas aux vaches sacrées au Québec. Non, on touche pas aux vaches sacrées. Mais tu sais, toutes ces affaires-là, tu regardes ça aller et tu te dis, là, on est-tu vraiment en train de rentrer dans une négociation avec les États-Unis avec une position extrêmement ferme de dire on n'est pas négociable sur la gestion de l'offre. C'est-tu sérieux? Ben, c'est ça que Legault a dit à Washington hier. Là. Ouais, mais ça, je veux pas ça. Là. Ça finira comme tu voudras, mais je veux dire, pourquoi la gestion de l'offre est aussi importante pour dire qu'on peut pas y toucher, que c'est une chasse gardée? J'apprécie pas ça. Moi, dans ma tête, là, on est dans un mood où est-ce que on devrait négocier avec les Américains. On a beaucoup à gagner à négocier avec les Américains. Ils peuvent ouvrir leur marché de leur côté pour nos producteurs en laissant tomber une tonne de tarifs si on est ouvert d'esprit. Et de notre côté, on peut aussi laisser tomber une tonne de tarifs si ce n'est pas tous les tarifs. Puis moi, j'aimerais ça qu'on laisse tomber tous les tarifs. Je trouve ça important qu'on laisse tomber tous les tarifs parce que c'est des taxes déguisées que les Canadiens paient. Ouais, puis j'étais écœuré de payer des taxes partout. J'étais écœuré en sacrament. Puis la gestion de l'offre, en plus d'avoir des tarifs à frontières sur les produits américains, mais la gestion de l'offre en soi fait que je paye mon lait plus cher, mon fromage plus cher, mon beurre plus cher, tous mes produits laitiers plus chers, ma volaille plus chère, mes œufs plus chers. J'étais écœuré en sacrament. On est déjà taxés comme des Christines mongols. En plus, on met toutes sortes de règles en place pour payer nos denrées alimentaires plus chères. Ça n'a pas de maudit bon sens. Puis toutes les denrées alimentaires que je vous parle là, c'est des denrées alimentaires qui sont à la base du système d'alimentation canadien, à la base des calories qu'on donne à nos enfants, à la base des calories qui sont ingérées par les gens les plus pauvres de notre société aussi. La proportion du budget alloué au lait et aux œufs ou à la volaille, c'est une proportion du budget qui est très importante pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens financiers et probablement, en fait, que ça a déjà été substitué depuis très longtemps dans leur alimentation, dans le sens qu'il n'y en a presque pas de poulet dans l'alimentation, il n'y en a presque pas d'œufs dans leur alimentation, il n'y en a presque pas de lait dans leur alimentation parce que c'est trop fucking cher pour eux. Non, c'est ça. Mais tout ça pour dire que le parallèle que je faisais entre les deux, c'est que quand tu embarques dans une position de négociation avec l'idée de dire, regarde, on va négocier, mais moi, je cède sur rien. Ça, c'est pas une négociation d'abord. Parce que la position sur l'Ukraine de plein de gens, c'est elle. C'est, oui, on est prêt à négocier la paix à condition que lui sortir de tous les territoires qu'il a occupés puis que ça revienne comme on était en 2014. Ouais, mais ça n'arrivera pas. Vous pouvez le souhaiter, vous pouvez être dans la pureté, mais si vous adoptez cette position-là, la guerre, elle finira pas. Puis on est dans une position où est-ce que les États-Unis, dans une négociation avec le Canada ou même le Québec pour les droits de douane, ils peuvent nous infliger des dommages sans subir des grandes conséquences. Okay? Quand ils mettent un tarif de 25% sur l'aluminium ou l'acier, là, ils ne subissent pas des si grandes conséquences que ça. Il y en a, c'est clairement inflationniste. C'est une taxe que les Américains vont payer. C'est pas bon pour les industries qui ont besoin de cet approvisionnement-là de leur côté. Mais ça reste que c'est minuscule dans tout ce qu'ils font. Pour le Canada, de notre côté, on a tellement à gagner d'avoir un partnership de libre-échange, réellement de libre-échange avec les États-Unis. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup à gagner. Un accès à plus de diversité de produits en faisant affaire avec eux, un accès à des meilleurs prix, une mise en compétition de nos firmes canadiennes avec des firmes américaines qui va faire en sorte que nos firmes canadiennes vont être meilleures aussi. Puis moi, sérieusement, l'agriculture, ça ne devrait pas être une chasse gardée. OK? Il n'y a pas d'enjeu de sécurité nationale de boire du lait américain tabarnak. On peut-tu le dire? Là? Je vais-tu faire crever mes pneus pour avoir dit ça? Là? Avant de nous traiter de Mongols qu'on comprend absolument rien, on a fait un épisode durant le temps des fêtes avec Frédéric Poulain qui est agriculteur là-dessus. On a parlé au Food Professor pendant de nombreux épisodes dans le trio et dans notre show principal pour parler de ça. Fait que c'est pas comme si on sort out of nowhere. Non, puis c'est pas le point. C'est qu'à un moment donné aussi, c'est que tout le monde qui parle de la gestion de l'offre au Canada se fait menacer. Les politiciens se font manipuler par l'UPA à côté. On a fait perdre la course à la chefferie à Maxime Bernier, cette affaire-là. Puis là, on est en train de dessiner un plan pour faire perdre Éric Duhem dans Arthabasca avec ces affaires-là. C'est ça qui s'en vient, c'est ça qui se dessine. Tous les universitaires
qui pourraient se prononcer contre la gestion de l'offre ou pour une modernisation de la gestion de l'offre, ils ferment toute leur gueule en territoire québécois. Les seuls qui ouvrent leur gueule pour parler, c'est le Food Professor qui est en Nouvelle-Écosse, puis c'est Vincent Gelozo qui est en Virginie. OK? Trouvez-vous ça normal que ce soit des économistes et des chercheurs universitaires à l'extérieur de la province qui se prononcent? Ça vous arrive-tu de vous demander pourquoi il n'y a aucun chercheur québécois dans une université québécoise qui se prononce contre ces affaires-là, alors que c'est prouvé, au point de vue économique, que la gestion de l'offre, c'est quelque chose de profondément stupide. Savez-vous pourquoi les gens ne se prononcent pas? C'est parce qu'ils ont la chienne du lobby de l'UBA. Ah oui, ils nous ont dit qu'ils vérifiaient le speech avant d'aller dans les congrès de l'UPA, voir s'ils parlaient contre la gestion de l'offre, sinon ils ne montaient pas sur scène. C'est fou, là. Tu sais, à un moment donné, là, ces chasses gardées-là, moi, ça m'écoeure. Moi, ça m'écoeure, puis on n'est même pas prêt à mettre ça sur la table pour les Canadiens, au bénéfice des Canadiens. Demain matin, si on modernise la gestion de l'offre, puis soyez intelligents, là. Je suis pas en train de dire qu'on devrait mettre tous les agriculteurs du Québec en faillite, là. Je suis pas mal plus intelligent que ça comme personne. Je suis très conscient que des compensations financières doivent leur être données si on modernise ou on modifie le système. J'en suis parfaitement conscient. Puis je trouve ça normal. Puis je trouverais même ça normal de payer une taxe temporaire pendant plusieurs années pour compenser ces gens-là. Ça, c'est même pas un sujet de débat, cette affaire-là. C'est même pas un sujet de débat. Il faut on a mis un système de marde en place, il faut compenser ces personnes-là. Mais ça, personne n'ose en parler au Québec. Parce que soit que les gens ne sont pas assez courageux ou que la pression est trop forte, mais le lobby agricole est trop fort. Parce que c'est pas normal que notre premier ministre québécois aille à Washington négocier avec le gros orange les deux mains attachées. C'est pas normal. Puis pourquoi il a les mains attachées? Comme Québécois, c'est des choses qu'il va falloir répondre à ces questions-là un jour. Là. Pourquoi notre premier ministre a les mains attachées sur la gestion de l'offre présentement? Pourquoi on n'est pas prêt à laisser tomber les tarifs sur le lait américain, sur le beurre américain, sur la volaille américaine? Pourquoi? Si vous n'osez pas remettre en question ces trucs-là, arrêtez de chialer que tout est trop cher au Québec, sacrément. Là. Parce que la raison pourquoi tout est trop cher, c'est qu'on ne remet rien en question ici. Bien, ça doit être remis en question. Ça doit être remis en question, la gestion de l'offre. Parce que si tu brailles sur les tarifs américains présentement, puis tu es d'accord avec la gestion de l'offre, qui implique des tarifs canadiens sur l'agriculture, bien, tu es un hostie d'hypocrite. Parce que tu ne peux pas être contre les tarifs américains puis être pour les tarifs canadiens. Tu peux pas. Tu n'as pas le droit. Pas de même ça marche. Fait que les hypocrites dans l'histoire, c'est-tu les gens qui disent la gestion de l'offre, je pense qu'il faudrait revoir 2-3 trucs là-dedans, qui est à l'abolir. Moi, je serais prêt à l'abolir. Il y a des gens beaucoup plus nuancés, Sylvain Charlebois, qui disent non, une modernisation, ça ferait. Mais il y a une chose qui est sûre, par contre, un tarif de quasiment 300% à frontière, là, ça montre que notre système, c'est de la merde. Si on n'est pas prêt à vivre avec la compétition américaine sur nos produits agricoles, là, c'est parce que notre système, c'est de la merde. Si notre système était bon, on n'aurait pas ces tarifs-là. On serait capable de compétitionner avec les Américains. Puis lâchez-moi que notre lait est meilleur, tabarnak. Je veux pas l'entendre, cet argument niaiseux-là, OK? Ils n'ont pas de bras dans le front à cause de leur lait, les Américains. Là. La seule raison pourquoi on a des tarifs à frontières sur les produits agricoles, là, c'est que notre système, c'est de la merde. On ne veut pas le remettre en question. Arrêtez de chialer. Arrêtez de chialer que tout est trop cher. Puis arrêtez de chialer que Trump n'a pas rapport avec ses tarifs. On est aussi pire.